Certaines expériences méritent d'être analysées, plutôt que vécues en silence. C'est ce que je fais ici. J'ai mis des années à comprendre certains mécanismes qui ont façonné ma trajectoire. Le biais de statut. L'invisibilité acquise. La solitude dans le groupe. L'écart entre potentiel et traduction sociale. La modestie économique comme exclusion silencieuse. La souffrance latente. Je les ai vécues avant de les nommer. Je les ai nommées avant de pouvoir les écrire. Cette série est une catharsis, au sens exact du terme. Transformer ce qui a été vécu en matière pensée, analysée, partagée. Pour que cette expérience serve au-delà de mon propre prisme. Si vous vous reconnaissez dans ces textes, ils sont aussi pour vous. Si vous ne vous y reconnaissez pas, peut-être qu'ils vous permettront de voir ce que certains portent silencieusement autour de vous. Dans les deux cas, c'est suffisant. C'est l'invisibilité acquise. Ou comment on apprend très tôt à se faire petit. Il y a des potentiels qui ne se voient pas. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils ont appris très tôt à ne pas se montrer. On appelle ça l'invisibilité acquise. Ce n'est pas une timidité, ce n'est pas un manque de confiance au sens banal du terme. C'est un mécanisme de survie sociale construit dans l'enfance, dans des environnements qui ne savaient pas accueillir ce que vous étiez. Un enfant qui comprend que son niveau dérange apprend à se taire. Que sa curiosité isole, il apprend à la contenir. Que sa façon de penser crée un malaise, il apprend à la dissimuler. Ce mécanisme est intelligent. Il protège. Mais il a un coût sur toute une vie. L'adulte qu'il devient continue de se brider sans même s'en rendre compte. Il dit exactement la même chose qu'un supérieur hiérarchique, mais moins fort. Il voit exactement ce que les autres ne voient pas, mais attend qu'on le lui demande. Il sait, mais n'occupe pas l'espace que son savoir devrait lui donner. Ce n'est pas de la modestie. C'est une prison intérieure construite par d'autres, habitée seule. La conscience de ce mécanisme ne le dissout pas. Elle permet simplement de ne plus le confondre avec soi-même. Et cet espace-là est déjà quelque chose. Le biais de statut. Pourquoi la même idée ne pèse pas le même poids selon qui la prononce? J'ai vécu cette scène plusieurs fois. Je formule une observation, une analyse, une proposition. Elle tombe dans le silence ou provoque une politesse distraite. Quelques minutes plus tard, quelqu'un de mieux positionné hiérarchiquement dit exactement la même chose. La salle acquiesce. Ce n'est pas une impression. C'est un mécanisme documenté. On l'appelle le biais de statut. La valeur perçue d'une idée ne dépend pas de son contenu. Elle dépend de qui la prononce, de son grade, de sa place dans la hiérarchie implicite du groupe. C'est une iniquité structurelle, silencieuse, d'autant plus efficace qu'elle ne laisse aucune trace visible, ni dans les procédures, ni dans les évaluations, nulle part. Sur le long terme, on finit par se taire. Mais au-delà du silence, c'est notre capacité de production intellectuelle qui s'étiole. Individuellement d'abord, collectivement ensuite. Car une organisation qui inhibe ses forces vives s'appauvrit elle-même sans le mesurer. On anticipe l'inaudibilité. On intègre que notre parole ne vaut pas son contenu réel. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'effacement consenti par épuisement. Ce biais peut être contourné par la capacité à séparer le contenu d'une idée de la position de celui qui la porte. Cela dépend moins du rang occupé que de la capacité à reconnaître la valeur d'une idée pour ce qu'elle est vraiment. Car ce mécanisme ne vient pas seulement d'en haut, il se reproduit aussi entre pairs. Identifier un mécanisme d'iniquité ne le désactive pas. Cela déplace seulement le curseur depuis lequel on le perçoit. La solitude dans le groupe. Être présente sans appartenir. Il existe une solitude plus épuisante que la solitude tout court. Celle qu'on vit entourée. Je suis là, physiquement présente. Je participe, j'écoute, je souris au bon moment. Mais quelque chose en moi sait que je n'appartiens pas vraiment à ce qui se passe. Les conversations du quotidien glissent souvent vers l'anecdotique, le superficiel, parfois le ragot. Non par malveillance, par habitude, par besoin de liens faciles. Mais pour certains, cette légèreté permanente crée un vide difficile à nommer. Alors on apprend à s'ajuster, à parler moins, à écouter plus, à occuper le moins d'espace possible.
Ce mécanisme a un nom en psychologie sociale. La dissonance d'appartenance. Être dans un groupe sans en faire vraiment partie. Ce que cette solitude produit de particulier. Elle est invisible. Personne ne la voit. On a l'air d'être là comme les autres. Mais insidieusement, imperceptiblement, on rentre de chaque repas, de chaque réunion informelle, avec moins d'énergie qu'avant. Et pourtant je reste, je fais l'effort du collectif. Parce que l'appartenance même imparfaite vaut mieux que l'isolement. L'inadaptation supposerait un défaut chez l'individu. Ce que je décris est différent. C'est l'écart entre ce qu'on est et ce que l'environnement peut contenir. L'écart entre potentiel et traduction sociale. Avoir les capacités sans les codes pour les faire reconnaître. Il existe une forme d'injustice silencieuse dont on parle peu. Avoir les capacités sans avoir les conditions pour les faire reconnaître. Ce n'est pas un manque de travail, ni un manque d'intelligence, ni un manque de volonté. C'est un manque de code, de réseau, de ressources, de position sociale de départ. La méritocratie suppose que le talent suffit. Que si vous êtes capable, rigoureux, éthique, curieux, cela finira par se voir. C'est inexact. Le talent sans les bons codes sociaux reste invisible. La rigueur sans le bon positionnement reste sous-évaluée. L'éthique sans le bon réseau reste sans écho. Certains ont grandi dans des environnements qui ne leur ont pas transmis ces codes. Pas par malveillance, par impossibilité. Et ils arrivent dans la vie professionnelle avec toutes les capacités et aucun des passeports invisibles qui font qu'on vous prend au sérieux. Ils apprennent alors à compenser, à travailler 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. Ce n'est pas de l'amertume, c'est un constat structurel. Ce que j'ai choisi de faire de cet écart, en faire une matière, l'analyser, le nommer, l'écrire. Parce que ce qui est nommé existe, et ce qui existe peut enfin être vu, la modestie économique comme exclusion silencieuse. Il y a une exclusion dont on ne parle pas, par pudeur peut-être, par manque d'intérêt. Parfois, celle qui se joue au moment du repas. Pas dans les réunions, pas dans les évaluations. Au moment où les conversations deviennent personnelles, où l'on parle de vacances, de maisons, de dépenses. C'est là que l'inégalité économique devient visible et douloureuse, silencieusement. Dans ces moments, je n'avais rien à apporter sur ce terrain. Pas de voyage à raconter. Pas de projet immobilier à partager. Alors, j'apportais autre chose. Une réflexion, une analyse. Et parfois, je sentais le malaise que ça créait. Ce n'est pas de l'envie. C'est une observation sur ce que nos sociétés ont choisi de valoriser et sur ce qu'elles ont choisi d'ignorer. La modestie économique n'est pas une faute. C'est une condition, souvent héritée, souvent subie, rarement choisie. Elle ne dit rien de ce que vous valez intrinsèquement. Au-delà d'une expérience personnelle, une question sociétale se dessine. Et si ce qu'on n'a pas se transmettait autant que ce qu'on possède? Les études sur la transmission patrimoniale semblent le confirmer. La question mérite d'être posée. Collectivement, la conclusion. Fin de série. Nous voilà au terme de cette première série. 5 épisodes. 4 thèmes. Le biais de statut nous montre que la crédibilité n'est pas distribuée équitablement. L'invisibilité acquise nous rappelle que le retrait n'est pas toujours un choix, mais une posture acquise très tôt. La solitude dans le groupe nous dit quelque chose d'essentiel. Être présent ne suffit pas. Appartenir, vraiment, suppose une reconnaissance que les espaces sociaux n'offrent pas à tout le monde de la même façon. Et la modestie économique nous parle de ce que l'on intériorise quand on grandit. Dans la contrainte, ces renoncements si profonds qu'on finit par les confondre avec sa propre nature. Ces postes relèvent d'une analyse empirique. La voix que vous entendez est générée par une intelligence artificielle. Mais ce que vous avez lu et écouté, les recherches mobilisées, l'analyse, les choix éditoriaux, la façon de nommer ce qui reste habituellement sans nom, c'est mon travail. Chaque thème a été construit à partir de lectures, d'observations,
d'une réflexion personnelle sur des réalités que les sciences sociales éclairent, mais que l'expérience vécue confirme autrement. Ces 4 mécanismes ne sont pas des fatalités, mais ils demandent à être vus, nommés, compris. C'est ce que cette série a essayé de faire. Si elle vous a parlé, partagez-la à quelqu'un pour qui elle aurait du sens. La suite est en préparation. À bientôt.